Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. Dans cette première vidéo, oui, parce que ça va être une première vidéo et je vais faire une série de vidéos sur ce thème-là dans les prochaines semaines, je vais débunker point par point tout ce que peut dire actuellement Ashton Forbes sur Internet. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai publiée récemment sur cet avion que l'on voit qui disparaît dans une espèce de trou noir où on attribue ça au MH370. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas dans cette vidéo, mais surtout, il y a énormément d'éléments qui sont complètement déformés par la personne qui fait la promotion de cette vidéo actuellement sur le net depuis quelques mois. Pourquoi je réagis comme ça ? Parce que visiblement, cette personne va de plateau en plateau pour délivrer un petit peu ce qu'il pense, sa théorie, qui est complètement lunaire. Sous couvert que cette personne serait un ingénieur, un technicien, enfin bref, on ne sait pas trop, qui aurait soi-disant des accréditations secret défense. Et cette personne se permet de colporter en fait une vidéo qui est soi-disant vraie, qui est en fait soi-disant, ça a été prouvé qu'elle est réelle. On verra qu'il y a plein d'éléments. Déjà dans la première vidéo, je montre pas mal d'éléments qui permettent de mettre en doute justement la véracité de cette vidéo. Mais là, ici, ce que je vais faire, c'est surtout m'intéresser au discours de cette personne. De dire ce qu'il raconte et de corriger tout ce qu'il raconte par rapport à ce que l'on a comme élément concret, avec des faits, de façon à vous donner un peu plus de recul sur ce qu'il peut dire et à vous mettre en garde et vous dire attention, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui peut être dit par cette personne. Donc voilà, ce sera l'objectif des futures vidéos qui viendront sur ma chaîne sur ce thème. Je ne sais pas encore combien il y aura de vidéos, parce que plus je découvre un petit peu ce qu'il raconte et plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à corriger dans ses propos. Donc je pense qu'il y aura quand même une série de plusieurs vidéos dessus. Donc là, ici, on va s'intéresser à une partie introduction qu'il a réalisée dans le cadre une interview qu'il avait donnée sur YouTube, une vidéo qui est dispo sur YouTube. Donc on va voir déjà un petit peu le décor qui est planté en introduction par Ashton Forbes. Et je vais corriger pas mal de choses comme vous allez voir. So I think I'd like to start by breaking down the official narrative. The official narrative says that this plane turned into the South Indian Ocean and that this plane was controlled by the pilot, that they did some type of suicide route where they ran the plane out of fuel in the South Indian Ocean and it supposedly crashed down there. So there's a few major problems with this. That you referenced Jeff Wise. I think that Jeff Wise is a smart individual. I also think that Florence Duchengi is another smart individual who investigated the case. I think that these individuals did not have all the puzzle pieces required to understand the case, but they knew that something was wrong. And the first thing they knew was wrong was that you can't have a 777 crash into the ocean without leaving a debris field. Alors ici, je vais essayer de traduire un petit peu ce que dit Ashton Forbes. Il parle d'un narratif officiel, c'est-à-dire la version officielle. Ce terme « official narrative » en anglais, c'est assez rigolo puisqu'en fait c'est un terme qui est systématiquement employé par Florence Duchengi dans ses interviews en anglais. Quand elle veut parler de la version officielle, elle dit toujours du official narrative. Donc on a Ashton Forbes qui reprend exactement les mêmes termes que Florence Duchengi. Donc j'en déduis qui s'est pas mal penché sur ce que pouvait dire Florence Duchengi. Bon, vous savez ce que j'en pense. Ce qu'il dit, et il y a pas mal de points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit de la version officielle. Je précise que moi également, je ne suis pas totalement d'accord avec certains points de la version officielle. Voilà. Il parle d'abord que la version officielle fait part d'un suicide du pilote. Ben non, ça n'est pas ce que les autorités officielles ont conclu de cette disparition. La preuve, voici la déclaration du Premier ministre plusieurs jours après la disparition. These movements are consistent with deliberate action by someone on the plane. Ce que dit le Premier ministre malaisien ici, c'est que les actions qui ont été observées correspondent à une action délibérée de quelqu'un à bord de l'avion. Il ne précise pas s'il s'agit d'un pilote
ou pas. Pourquoi je précise ça ici ? C'est que la version officielle, elle n'a jamais changé par rapport à ce qui a été dit ici par le Premier ministre. Les Malaisiens sont toujours restés sur cette dernière déclaration du Premier ministre. Ils n'en ont jamais changé. Ils n'ont jamais donné d'informations pouvant laisser entendre que ça pouvait être le pilote. Ils sont toujours restés vagues là-dessus. Ce qui m'amène à critiquer justement un autre point que dit Ashton Forbes, parce qu'il dit que l'avion a été contrôlé par le pilote, selon la version officielle. Ben non. Les Malaisiens n'ont jamais dit que c'était le pilote qui contrôlait l'avion, et notamment, comme il dit, visiblement à la fin du vol. Justement, à la fin, les autorités officielles ont considéré qu'il n'y avait personne aux commandes. Alors, il faut savoir pourquoi ils disent ça, c'était pour simplifier la zone de recherche. Mais je reviens bien sur le terme qui est dit par le Premier ministre ici, et qui est encore la version officielle, encore à l'heure aujourd'hui, c'est « someone on the plane », donc quelqu'un à bord de l'avion. Pilote ou pas pilote, ça n'est pas précisé. Ce qui parle également à Ashton Forbes, c'est que l'avion donc serait arrivé à court de carburant et qu'il se serait crashé. Alors pourquoi on pense ça ? Je vais encore faire des rappels sur les données Inmarsat. Le dernier message que l'on a de l'avion, c'est ce que l'on appelle un logon request, c'est-à-dire que le système satellite s'est reconnecté alors que 10 minutes auparavant, il était connecté au réseau. Et cette demande de reconnexion, ça montre qu'il y a eu une coupure électrique du système satellite et que ce système satellite a été redémarré quand l'alimentation électrique a été restaurée. Cette alimentation électrique, on l'explique par le démarrage de l'APU. Ce qui est certainement ce qui s'est passé, mais il y a d'autres explications, comme le donne également Patrick Blayley. Mais ça laisse entendre qu'à ce moment-là, l'avion est à court de carburant et ça explique ce changement de source électrique au niveau du SATCOM. Ça peut parfaitement s'expliquer comme ça. Et donc, si on compare l'autonomie en carburant de l'avion, ça correspond à la fin d'autonomie carburant de l'avion. Donc, on a de fortes chances de penser que l'avion, à ce moment-là, n'a plus de carburant et qui plane. Mais ça reste une analyse qui est basée sur pas mal d'hypothèses. Et Patrick Blayley en a donné une autre version qui est tout aussi convaincante. Cela dit, il est clair que l'avion à ce moment-là n'a pas volé longtemps. Ashton Forbes parle également ensuite de Jeff Wise et de Florence de Changy. Il les précise comme étant des smart individuals qui ont investigué, donc smart individuals, donc des gens qui ont visiblement bien travaillé sur l'affaire. Vous connaissez mon point de vue, je suis très critique sur ces deux personnes-là. Je ne considère pas que ce sont du tout des références viables dans le cadre de cette enquête, vu toutes les erreurs qui ont été faites de leur part. Selon lui, ce ne sont pas non plus des personnes qui sont aptes à investiguer, puisque visiblement, ils n'ont pas les références, ou du moins les connaissances pour investiguer cette affaire. Puisque là, on va parler de domaines un peu techniques de satellites, etc., dans le cas de la théorie d'Ashton Forbes. Donc, pour lui, de toute façon, ils ont juste décelé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le discours officiel. Voilà. Sur la simple base, en fait, qu'un Boeing 777 ne se crache pas en mer sans que l'on retrouve un champ de débris. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas retrouvé de champ de débris parce qu'on n'a pas cherché au bon endroit. Parce que les données que l'on avait à l'époque ne permettaient pas d'avoir une zone suffisamment précise pour aller envoyer des avions et des navires pour aller rechercher des débris. La zone de recherche était immense. Et il y avait une incertitude quant à la trajectoire de l'avion qui fait qu'on avait une zone, il faut bien comprendre que le dernier contact radio de l'avion, enfin du moins le dernier contact satellite de l'avion, il s'étend sur une ligne qui est un arc qui fait plusieurs milliers de kilomètres. Où est-ce qu'il faut chercher sur cette ligne de 1000 km ? C'est impossible à dire au début. Sachant que même cette dernière ligne, ce n'est pas la ligne où s'est crashé l'avion. C'est la ligne où il a mis son dernier message au satellite. Mais ensuite, il a certainement continué à planer et à voler un petit peu plus longtemps. Donc en fait, il n'est pas tout à fait sur cette ligne. Il faut aller chercher au-delà de cette ligne. Donc, il faut bien comprendre qu'à l'époque, les éléments dont on dispose sont extrêmement imprécis et donc que l'on n'ait pas retrouvé de champ de débris au milieu de l'océan Indien à plus de 2000 km des côtes australiennes, ce n'est pas surprenant. Voilà. In 2014 especially, we have satellites everywhere. We would have found a debris field visible from space from the size of a 777 crashing into the ocean even upon a controlled descent.
Là, ce qui dit que s'il y avait un champ de débris au milieu de l'océan, on aurait dû le voir avec les images satellites. Ça n'est pas si évident que ça. Je rappelle que la zone que l'on cherche est à plus de 2000 km des côtes australiennes. Est-ce qu'on a vraiment des satellites qui observent l'océan à 2000 km des côtes? Il n'y a rien à photographier, il n'y a rien à surveiller à cet endroit-là. Aucun satellite n'est pointé vers cette zone-là. Il a fallu attendre quelques jours pour que certains satellites qui passent dans la zone soient programmés pour prendre des clichés de la zone pour essayer de voir si on pouvait trouver quelque chose. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on a des satellites un peu partout, eh bien, on peut couvrir 100% de la planète 100% du temps. Non, ça n'est pas possible. Et encore moins au beau milieu des océans où justement il n'y a rien à observer. We would have seen it the very next day. This was the most expensive search and most extensive search in human history. The official search did not find one piece of the plane above or below water. They even searched with submersibles along the ocean bed along the 7th arc and all along the flight path and found nothing at all. There was no black boxes found, despite the fact that these are able to produce a signal for up to at least 30 days at depths of 20,000 feet. Alors, ce que dit Ashton Forbes à la fin, ça mérite quelques précisions parce qu'en fait, il ne dit pas tout à fait ce qu'on devrait dire là-dessus. Il simplifie un petit peu la compréhension et dans ce qu'il dit, ça n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas retrouvé les boîtes noires et que ces boîtes noires sont équipées d'une balise qui a une portée de 20 000 pieds. 20 000 pieds, ça fait à peu près 6 000 mètres. Je vais revenir, je ne suis pas du tout d'accord avec cette valeur. Ce qu'il ne précise pas, c'est que les balises dont il parle, qui sont placées sur les boîtes noires, ce sont ce qu'on appelle des ULB, des Underwater Locator Beacon. Je vous renvoie vers un de mes chapitres sur mon livre où j'explique bien en détail tout ça. Ces balises, ce sont des balises de localisation sous-marine, c'est-à-dire qu'elles vont émettre un signal acoustique qui va permettre de pouvoir les détecter en fonction de la profondeur, de la surface ou pas. Ces balises, ce ne sont pas du tout des balises qui vont être détectées par satellite. C'est une autre balise de détresse qui est implantée sur l'avion. Là, on passe, ça n'est pas les mêmes balises. Ce qu'il dit, c'est que la portée de ces balises est de 20 000 pieds, donc 6 000 mètres. Et là, je ne suis pas du tout d'accord. Là, la valeur qu'il donne, elle est bien trop exagérée. La portée de ces balises, elle est estimée à 3 000 mètres. Le problème, c'est quand vous êtes dans une zone où les fonds sont à plus de 3 000 mètres, vous avez très peu de chances de les localiser, ou du moins de les détecter depuis la surface. Donc là, ce que dit Ashton Forbes, il dit qu'une partie de la vérité, alors il simplifie certainement pour l'audience, ça peut se comprendre, mais pour le public, là, c'est pour ça que je vous précise ça, attention, ce ne sont pas des balises que l'on détecte depuis le satellite. Ce sont des balises sous-marines dans le but d'essayer de localiser les boîtes noires sur le fond marin. Mais leur portée n'est pas de 6 000 mètres, comme il donne, mais de plutôt 3 000 mètres. Et encore, dans de bonnes conditions. The SOSUS system, the same system that heard the Titan sub pop, where they had oxygen counters running on CNN and every other major cable news station for up to 5 days, would have heard the acoustic detections from this plane crashing into the ocean. The Navy lied about the fact that they had heard the Titan sub pop on day one and waited until 5 days later to admit that they knew exactly when it happened and exactly where it happened. Alors, ce dont parle Ashton Forbes ici, c'est du SOSUS. SOSUS, c'est le Sound Surveillance System. Alors, c'est un système, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est complètement implémenté au niveau de l'océan Indien. Ce qui est certain, c'est que c'est en fait une ribambelle de micros qui sont placés sur les fonds marins, notamment au niveau de la partie nord de l'Atlantique et sur la côte est américaine, certainement la côte ouest aussi, dont le but est de détecter des sous-marins lors de la guerre froide, des sous-marins russes, lorsqu'ils passaient au travers de ce filet de micros, ce qui permettait de savoir qu'un sous-marin était passé et qu'il entrait en fait en haute mer au niveau de l'océan Atlantique. Et donc de pouvoir commencer à déplacer des moyens pour pouvoir suivre ces sous-marins si jamais il y avait besoin de les couler en cas de guerre froide. Voilà ce qu'est le système SOSU. Là, ce qu'il dit, c'est que le système SOSU, visiblement, les Américains auraient caché qu'ils avaient détecté avec ce système-là dans l'océan Indien, visiblement le MH370. Là, ce dont il parle, c'est l'impact de l'avion
avec l'océan. Alors, je ne suis pas du tout aussi catégorique que ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dit beaucoup de choses sur ce système acoustique, notamment que le système qui était placé à Diego Garcia était éteint ce jour-là, visiblement, pendant un créneau de quelques minutes qui correspond au moment où l'avion s'est crashé. C'est totalement faux. Vous avez ici la page d'un rapport de Los Alamos qui avait été publié en 2014, quelques mois seulement après la disparition de l'avion, et vous avez tout un tas de données avec les enregistrements des micros, parce qu'il n'y a pas que celui de Diego Garcia, il y en a d'autres. Et vous avez une interprétation qui avait été faite, alors on ne l'a pas dans ce rapport, mais c'est à peu près ce que ça donnait, sur une ligne où on estimait à partir de ces micros dans quelle direction se trouvait ce que l'on avait entendu au micro. Mais le problème avec ce système-là, c'est que ce que l'on a détecté comme on va dire anomalie acoustique, anomalie sonore, il est impossible de savoir si c'était en réalité le MH370 qui impactait l'eau à ce moment-là. Beaucoup de ces sons qui sont détectés sont des sons géologiques, des déplacements de plaques tectoniques sous l'eau, avec le son qui se propage, des activités volcaniques également, mais il n'est pas du tout certain que ce genre de micro soit en mesure de capter un impact sonore d'un avion sur l'océan. Ça, on n'est pas du tout certain que ça puisse être détecté. Donc, il faut minorer tout ça. Quand Ashton Ford dit que les Américains ont caché qu'ils avaient détecté ça avec le système SOSU, c'est totalement faux. There's also additional hydrophones, one in Western Australia, another one in Diego Garcia, that both would have heard the acoustic detections of this plane crashing in the ocean, which did not. There are 2 radar systems that would have seen it go to the South Indian Ocean. Indonesia has a radar system that would have been able to detect it, and Jorn, the Australian radar system, neither of which detected the plane in the South Indian Ocean. Là, ce que dit Ashton, c'est qu'aucun radar, que ce soit indonésien, ni même australien, en parlant du Jorn, je vais en parler un petit peu après du Jorn, n'a détecté le MH370. Alors, les radars indonésiens. Vous avez ici une des images d'un des radars indonésiens. C'est en effet un point que moi j'avais rapidement pointé du doigt au début de mon enquête, notamment à Guylain Watrelot, en lui disant qu'il y avait 2 radars sur la pointe nord de l'Indonésie et que ces radars auraient dû permettre de suivre le MH370 après la perte de détection des radars malaisiens, puisque l'avion arrivait à bout de portée des radars malaisiens. Et donc que ces radars-là auraient pu, normalement, permettre de suivre l'avion plus longtemps, pour savoir où est-ce qu'il avait notamment tourné. Vous avez le radar de Loxomawe, que vous voyez au milieu de la carte ici. C'est le cercle de détection que vous avez qui donne à peu près la portée de détection du radar. C'est à peu près cohérent pour un avion qui était à 30 000 pieds. Et donc on voit que la dernière position que l'on a à 18h22, elle est en plein dans le volume de détection. Ce radar de Loxomawe, dans mon enquête, ce que j'avais découvert, c'était que c'était un radar TRS 2215, exactement les mêmes types de radars qu'on a peut-être encore toujours dans l'armée de l'air, pour assurer la détection sur le territoire national. Donc des radars qui sont très fiables. Voilà. Et le deuxième radar que j'avais pointé du doigt, qui était pour moi le plus intéressant, c'était celui qui est sur Banda Aceh, Sabang, pardon. Sabang, c'est celui qui est pile poil sur la pointe nord en fait de l'Indonésie. Et ce radar-là, ce que l'on sait, c'est que le ministre de la Défense indonésien a affirmé que ce radar n'avait pas détecté l'avion. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce radar était vraiment allumé cette nuit-là ? Et ça n'est pas forcément certain. Les Indonésiens n'ont peut-être pas dit que ce radar était éteint. Ils ne voulaient peut-être pas l'affirmer. Donc, on voit que ces 2 radars-là, je suis d'accord avec Ashton, ils n'ont pas détecté le MH370, mais ils auraient dû. Ça, c'est un premier élément que, justement, j'avais pointé du doigt. Mais peut-être que ces radars étaient éteints et que les Indonésiens n'ont pas voulu dire qu'ils éteignaient leurs radars pour ne pas que leurs voisins le sachent. Ça, c'est aussi une autre possibilité. Le deuxième radar que cite Ashton ici, c'est Jorn. Le Jorn, c'est un radar, que vous avez ces antennes-là, qui est placé en Australie. Ce sont des antennes dont le principe est de faire de la détection au-delà de l'horizon. Il faut savoir qu'un radar, vous allez détecter tout ce qui est à portée visuelle directe, on va dire. Mais ce qui est derrière l'horizon, avec la rotondité de la Terre, vous n'allez pas pouvoir le voir.
Avec ces types de radars, ça va se réfléchir sur la ionosphère et ça va permettre d'aller détecter bien plus loin. Alors, la précision est loin d'être celle d'un radar comme les autres, mais ça permet déjà de détecter potentiellement quelque chose et d'avoir une alerte un peu plus en amont. Mais ça ne permet pas de détecter avec précision, ni même de guider des missiles dessus. Ça faut le savoir. Le Jorn, c'est un radar qui était implanté à l'époque justement en Australie. Donc vous avez ici les diagrammes. Ce que vous remarquez, c'est que ce n'est pas un radar qui tourne sur 360 degrés. En fait, c'est un radar directionnel où on va pointer l'antenne dans une certaine direction et donc vous allez avoir une couverture qui est très localisée sur un hémisphère en fonction de là où vous pointez le radar. Sauf qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que le Jorn, ça n'est pas un radar qui est utilisé pour la surveillance du territoire australien. C'est un radar qui est utilisé uniquement pour des essais militaires. Ce n'est pas un radar qui est actif tout le temps. Donc ce radar, cette nuit-là, est tout à fait logique qu'il soit éteint. Et en plus, s'il n'était pas pointé dans la bonne direction, il faut bien comprendre que l'avion, selon les données que l'on a fini à plus de 2000 km des côtes. Donc si on avait un radar qui était pointé dans la direction d'où était le MH370 et qu'il était actif, potentiellement on aurait pu le détecter, mais ça n'aurait pas non plus été relativement précis. Mais ces radars-là n'ont pas détecté, mais c'est tout à fait explicable, contrairement à ce que laisse entendre Ashton dans sa vidéo. There were 19 families of the victims signed a joint statement claiming they were able to call the cell phones of the victims for up to 4 days. One of them even proved it on national television in, I believe it was China. This is not possible if these phones are underwater, if they have been turned off, or if they have been essentially destroyed by the salt water, which would happen within 30 minutes to an hour. Some of the passengers were actually still logged in on social media, even after the fact. Alors, ce que dit Ashton ici concernant le fait que certaines familles auraient réussi à accéder, du moins à téléphoner au téléphone de leurs proches pendant plusieurs jours après la disparition de l'avion, il faut bien comprendre que quand on a des téléphones qui sont logués en dernier sur des antennes qui sont à l'étranger, tout appel va passer par des relais jusqu'à atteindre en fait le fournisseur de service qui avait justement dernièrement l'information comme quoi le téléphone était connecté à son réseau. Donc ça prend du temps pour établir ce genre de connexion et surtout il n'est pas étonnant qu'on ait des téléphones qui sonnent. Alors quand je dis des téléphones qui sonnent, c'est ce que l'on entend quand on appelle. On a l'impression que le téléphone sonne avant de tomber sur la messagerie. Sauf que ça ne veut pas du tout dire que le téléphone est logué au réseau. Ça, c'est tout à fait possible que le téléphone ne soit pas connecté au réseau, mais quand vous appelez, vous allez avoir une sonnerie vous faisant croire que le téléphone de l'autre côté sonne, alors qu'en fait, il n'est pas du tout connecté au réseau. Ça peut être lié aussi au temps de connexion qu'il peut y avoir entre les différents réseaux. Voilà, donc ça, c'est parfaitement explicable. Ce qui dit également, c'est que certains passagers étaient toujours connectés à leurs réseaux sociaux plusieurs jours après. Là encore, c'est quelque chose qui peut tout à fait arriver où on vous dit que vous êtes connecté et en fait vous ne l'êtes pas. Donc ce n'est pas du tout une preuve que ces téléphones étaient actifs justement après la disparition de l'avion. Ça ne constitue pas du tout un élément de preuve suffisant pour dire une telle chose. The location in the South Indian Ocean is on an active shipping route from Africa to Australia. The plane supposedly crashes in the morning. Yet there's no witnesses that see the plane there and nobody that finds any debris down there. The official narrative has the plane running out of gas. There is nowhere else for this plane to go. Some people argue that the ocean's really big. It is pretty big, but there's nowhere else for this plane to have crashed, at least not in the South Indian Ocean. The official narrative has this plane crashing at a 90-degree angle, which was impossible. And then they very quietly later on changed this to a 14-degree angle, which once again is going to crash and leave a debris field. Ce que dit Ashton là, moi ça me surprend parce que ça n'est pas du tout quelque chose que les autorités ont affirmé. Ils n'ont jamais affirmé que l'avion s'était crashé d'abord avec un angle à 90 degrés et qu'après il se serait crashé avec un angle de 14 degrés. Je ne vois pas du tout ce dont ils parlent.
Ça, en tout cas, ça ne me dit rien du tout. Moi, ce que j'y vois, c'est une mauvaise compréhension de la part de Ashton des données satellites et notamment de ce que l'on considère au 7e arc. Ce que je pense là, et ça c'est mon interprétation par rapport à ce qu'il dit, je pense qu'il considère en fait que, dans un premier temps, on a dit que l'avion s'était crashé au 7e arc. Donc ça veut dire que la dernière communication radio montrerait que l'avion s'est crashé à cet endroit-là. Mais ça ne veut pas du tout dire que l'avion s'est crashé à 90 degrés, c'est-à-dire à la verticale. C'est pas du tout ça. D'autant qu'il y a une imprécision en fonction de l'évolution verticale de l'avion, c'est-à-dire s'il est en montée ou en descente, vous avez une variation de plus ou moins 10 km par rapport à ce trait. Donc il peut être 10 km/h avant ou après ce trait. Donc non, on ne peut pas considérer un angle d'impact. Donc je ne sais pas d'où Ashton tire cette information d'angle d'impact. There are 4 redundant ELT emergency transponders that activate on crash. None of them sent any types of signal. Alors ce que dit Ashton Forbes ici, c'est parfaitement vrai. Le Boeing 777 est bien équipé de 4 balises de détresse, je vais vous les présenter ici, et aucune d'entre elles ne s'est déclenchée. Et quand vous allez le voir après, je vais vous l'expliquer, ça peut parfaitement s'expliquer. La première balise de détresse, c'est une balise fixe qui est située sur le plafond de l'avion et qui va être activée par deux moyens. Soit lors d'un crash, dès l'instant où la balise détecte un impact avec une force centrifuge au-delà d'un certain seuil, elle va se déclencher automatiquement. Deuxième possibilité, c'est de l'activer manuellement depuis le cockpit avec un bouton. Voilà. À savoir que sur cette balise-là, il y a une temporisation qui est de l'ordre, j'ai plus la valeur exacte, mais qui doit être d'une 30 ou 40 secondes avant qu'elle se mette à émettre. C'est-à-dire que dès que vous l'enclenchez ou dès qu'il y a l'impact, elle ne va pas nécessairement se déclencher à la seconde près. Et vous allez voir tout à l'heure, cette explication-là, du moins cette information-là, elle est primordiale pour comprendre pourquoi justement cette balise n'a peut-être pas été reçue par le système satellite. Le système satellite, il veille également des fréquences de ces balises. Et c'est les balises qu'on appelle 406 MHz, c'est que ça émet sur la fréquence 406 MHz, qui est une fréquence qui est écoutée par plusieurs satellites en orbite et qui permet de détecter une balise de détresse. Cette balise, elle émet également sur d'autres fréquences, à savoir 121.5, mais également 243. La fréquence, notamment 121.5, elle est utilisée pour faire ce qu'on appelle du homing, c'est-à-dire qu'on va remonter le signal jusqu'à trouver la balise. Donc cette balise-là, c'est une balise fixe. Vous n'avez pas accès depuis la cabine à cette balise. Deuxième balise à bord de l'avion, c'est une balise portable qui est dans la cabine passager et dont le personnel de cabine va devoir s'équiper dans le cadre d'une évacuation en milieu maritime. Comme vous voyez autour de cette balise, vous avez une espèce de mousse qui est en fait une mousse qui permet à la balise de flotter. Ça, c'est une importance capitale pour pouvoir être détecté par le satellite. Et justement, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une temporisation de plusieurs secondes avant que la balise n'émette. Quand vous êtes dans le cas d'un crash en mer, il faut savoir que l'avion peut très rapidement couler. Le problème avec ces balises, c'est que ça émet un signal qui est un signal électromagnétique. Dès l'instant où la balise est immergée, qu'elle est sous l'eau, le signal ne passe plus. Donc, si vous avez un impact en mer, que l'avion coule rapidement et que les antennes sont sous l'eau, lorsque votre balise va se déclencher, ce sera trop tard, elle sera sous l'eau, le signal ne passera pas vers le satellite. Et vous voyez peut-être là où je veux en venir, c'est que pour expliquer la non-détection de ces balises par le système satellite, c'est qu'il y a certainement eu, soit l'impact n'a pas été assez fort pour déclencher la balise autonome, soit la balise portable n'a jamais été déclenchée parce que tout le monde était déjà mort à bord, donc personne ne l'a activée. Parce que cette balise manuelle, elle est uniquement à activation manuelle. Donc vous voyez que si on ne les a pas détectées, c'est tout à fait explicable. Les deux autres balises dont parle Forbes pour en arriver à 4, ce sont des balises qui sont situées sur les toboggans d'évacuation. Alors j'ai plus sur quelle porte, je crois que c'est la porte avant gauche et la porte arrière droite, mais il faut que je vérifie sur les manuels. En tout cas, vous avez une porte à l'avant et une porte à l'arrière qui sont équipées d'une balise de détresse. Ces balises, elles sont à activation automatique. Dès l'instant où on déclenche une évacuation avec l'activation du toboggan, ça va déclencher l'émission de ces balises de détresse.
Mais, petite précision, ces 2 balises ne sont pas des balises qui vont émettre sur la fréquence 406 MHz, et donc elles ne seront jamais détectées si elles sont activées par un satellite. Jamais. Ce sont des balises qui vont émettre uniquement sur 121.5, peut-être 243, mais à vérifier. 121.5, c'est sûr, mais ce qui est certain, c'est que ces 2 dernières balises n'émettent pas sur la fréquence qui permet de les détecter par satellite. Donc, vous voyez ce que dit Ashton Forbes, oui, c'est vrai, mais ça nécessite quand même quelques explications, comme je vous les mets ici, pour pouvoir expliquer pourquoi on ne les a pas détectés. Et là-dessus, Ashton, il ne s'aventure pas. So from this evidence alone, we can conclusively state there's no possible way for this plane to have crashed in the South Indian Ocean. Alors là, il est fort, le monsieur. C'est-à-dire que rien que sur la base des éléments qu'on vient de voir, eh bien pour lui, il n'y a aucune raison que l'avion se soit crashé dans l'océan Indien. Voilà. On n'a pas trouvé le champ débris, on n'a pas trouvé l'avion, donc pour lui, ça permet d'expliquer que l'avion n'est pas là. Waouh. Moi, je trouve que son raccourci est quand même très rapide. Now, some people will come back and say, well, there was some debris found. You know, what about that debris? And I'd just like to reiterate that there was no debris found by the official search, not one piece. The debris that was found by third-party independent people who had found it washed up on the Reunion Island, South Africa, over a year, up to 18 months later after the fact. When they did search, the official search searched with 42 planes and 39 boats from, I believe, almost 13 countries. There's no way they could have missed the debris field that would have been there. Alors pour Ashton, le simple fait qu'on ait mis un nombre énorme d'avions, de navires, d'un nombre de pays énorme, ça n'est pas possible qu'on soit passé à côté du champ de débris. Ben non, je l'ai expliqué déjà tout à l'heure. Au début des recherches, on a une zone qui est tellement large et on est tellement peu certain de certains éléments qu'il est tout à fait normal qu'on n'ait pas trouvé cet avion. Moi, aujourd'hui, je n'ai aucun doute là-dessus, ça ne me choque pas. Vu les éléments qui étaient disponibles à l'époque, c'était extrêmement imprécis et donc on n'a pas cherché au bon endroit. On a cherché à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres de là où avait réellement été l'avion. Mais pour comprendre cela, il faut vraiment se plonger dans ce que les enquêteurs avaient comme information à l'époque, quelle était la précision également des données satellites. Et si vous voulez un peu mieux comprendre, je vous renvoie vers mes vidéos. Je ne vais pas expliquer tout ça ici parce qu'on va en avoir encore pour plus d'une heure. Mais allez voir mes vidéos où j'explique ces données satellites, vous comprendrez pourquoi c'est aussi imprécis. Donc non, c'est explicable, contrairement à ce qu'il dit. The debris that was found, the tiny bits, amount to less than 1% of the plane. You can go look at CNN's graphic on it. The 3 confirmed pieces amount to just a tiny, tiny portion of the plane. This is not enough to state that conclusively this plane crashed in the ocean. You need to find much more. There would have been bodies, there would have been luggage, there would have been parts of the plane spread everywhere. And correct me if I'm wrong. Some of the debris that was... Yeah. Go ahead. Alors pour Ashton, le fait qu'on ait trouvé aussi peu de débris ne permet pas d'affirmer que l'avion s'est crashé en mer. Mais l'explication que moi je donne depuis des années, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est-à-dire si on était sur un impact à très grande vitesse, on aurait de nombreux débris, puisque l'avion aurait explosé en miettes. Or, moi ce que je dis, c'est qu'il y a une possibilité que cet avion ait été améri et piloté. Et quand on regarde les pièces qu'on a retrouvées, ce sont des parties arrière des ailes qui sont justement les premières parties qui sont au contact de l'eau dans le cas d'un amérissage. Donc c'est tout à fait possible, hein. Après on peut en débattre. Cela dit, on a suffisamment d'éléments qui nous permettent d'attester que ces pièces, et je vais en reparler après par rapport à ce qu'il dit, ont séjourné suffisamment longtemps en mer après le crash. Donc pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais lui remet en doute des informations sur des bases qui ne sont pas du tout correctement étudiées. I was going to say, correct me if I'm wrong, and perhaps you'll get to this, is part of that evidence of the plane could have been from any number of planes, correct? Yep, that's coming up. So, okay. The flaperon that was matched, that was actually next. The flaperon that was matched, the only one piece was matched with the serial number. The media skirts around the fact that it was not matched with a unique serial number. The unique serial plate was actually missing. This delayed connecting this piece, this flaperon, to MH370.
Ce que dit ici Ashton concernant le flaperon, c'est qu'il y a un unique numéro de série. C'est vrai qu'officiellement, un seul numéro de série avait été rapporté sur le flaperon par l'enquête judiciaire française pour pouvoir définir qu'il s'agissait bien du flaperon du MH370. Cette information a régulièrement été remise en doute, et notamment par Guylain Watrelot, Florence de Changy, pour dire qu'en plus, c'était noté à la main sur la pièce à conviction qui avait été récupérée chez CASA par la justice française. Eh bien, je vous renvoie vers une vidéo qui a été faite par Nicolas, tout récemment, qui s'est plongé dans cette affaire et qui a fait justement une vidéo rien que là-dessus, où il a creusé et il a découvert en fait qu'il n'y avait pas qu'un seul numéro de série sur ce flaperon. Et on retrouve bien le numéro de série qui est écrit à la main, mais on retrouve également un numéro de série qui est écrit de manière informatique. Et il a donc trouvé d'autres numéros de série qui permettent de faire le lien entre le flaperon qui a été retrouvé et le flaperon qui avait été commandé pour le MH370. Je vous renvoie vers cette vidéo que je vais mettre en lien dans la présentation de la vidéo. Allez y jeter un œil, c'est très instructif et je dis merci Nicolas d'avoir trouvé cette info qui est passée à côté de tout le monde, et tout le monde a balancé des informations sur ce flaperon sans même aller vérifier comme l'a fait Nicolas, et donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que ce flaperon appartenait au MH370. Some of the burn marks some of the parts that were found actually had burn marks on them. And these parts had the consistent honeycomb pattern that only come from Boeing planes. Ici, Ashton évoque un débris qui a des traces de brûlure, du moins qui seraient des traces d'un incendie et qui attesterait qu'il y a eu un incendie dans l'avion. Ça n'est pas du tout évident. Les traces, oui, on a des traces noircies sur une pièce en structure de nid d'abeille. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il y a eu un incendie dessus ? Non, pas nécessairement. Ce qu'il faut bien comprendre sur l'analyse de ces traces-là, c'est qu'il faut vraiment faire la différence entre des traces qui viennent d'un incendie qui a été ponctuel ou des traces de surchauffe. Si vous avez une pièce qui est régulièrement exposée à la chaleur, il n'est pas étonnant qu'on retrouve des traces de ce genre-là, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on avait un incendie à bord de l'avion. Donc, affirmer que c'est vraiment la preuve que l'on a eu un incendie, je ne suis pas du tout aussi catégorique là-dessus. Jeff Wise, I believe, was the one who mentioned as well that the debris that was found years later is not consistent with the barnacle growth. There's very specific conditions in which barnacles grow. And for a piece like the flaperon to have the type of barnacles that it did have on it was not consistent with the time that it spent in the water, or didn't have any logical way for how it could have been floating through the water that would be consistent with that. Alors ici Jeff Wise qui met en doute le fait que les crustacés qu'on a retrouvés sur le flaperon, ça ne correspond pas avec leur temps de croissance et que ça ne peut pas être donc lié à la date du crash de l'avion. Désolé, c'est totalement faux. Ce qu'il faut voir, c'est quel est le rapport qui dit ça. En fait, il faut se référer à deux rapports qui ont été commandités en fait par le juge d'instruction français. Ces deux rapports, on les retrouve en annexe du rapport final malaisien, donc je vous invite à vous y référer. Je crois même qu'il y en a d'ailleurs un qui est en français, qui explique justement le temps de croissance. Et la problématique qu'ils ont eue, c'est que certains de ces crustacés avaient atteint leur taille adulte. Ce qui veut dire qu'ils étaient sur le flaperon depuis suffisamment longtemps. Le flaperon, il était en mer depuis 15 mois. Si mes souvenirs sont bons par rapport au rapport que l'on avait sur ces crustacés, le temps de croissance de ces crustacés, je crois que c'était de l'ordre de 12 mois ou 13 mois dans ces eaux-là, je crois. À vérifier, hein. Je vous laisse aller vérifier ce que je viens de dire. Et donc, ça veut dire que si on a des crustacés à taille adulte, ça veut dire qu'ils ont au minimum donc 12 mois. Donc, ça veut dire qu'ils ont très bien pu apparaître sur le flaperon au moment où, dans les jours qui ont suivi le crash, mais peut-être qu'ils ont très bien pu s'accrocher au flaperon quelques mois plus tard.
Donc ça ne permettait pas d'en tirer une information suffisamment concluante. Il y a eu un autre rapport, j'en ai tiré justement une vidéo dessus, je vous invite à vous y référer, qui propose une autre étude de ces crustacés. Donc n'hésitez pas à vous référer à la vidéo que j'ai faite dessus. There was another plane purchased by GA Telesis in October of 2013 that's an exact replica of MH370 that was scrapped decades too soon and also purchased from Malaysia Airlines as well. So when it comes to the official debris... Alors sur ce point, ça mérite quelques petites précisions. Ce dont parle Ashton ici, c'est un avion qui aurait été acquis par la société donc GA Telesis, qui est une société israélienne. Et donc c'est un avion qui a été identifié en Israël, qui aurait été acheté par une société israélienne de façon à pouvoir l'utiliser pour d'autres fins. Et certaines personnes complotistes se sont vite empressées de dire regardez cet avion-là, on a certainement récupéré des pièces dessus, etc. Bref, on a utilisé un avion qui avait été vendu par la Malaysian Airlines quelques mois auparavant pour se dire peut-être que les pièces que l'on a du MH370, qu'on dit être du MH370, en fait c'est peut-être des pièces d'un autre avion et peut-être même de celui-là. Il n'y a aucun élément qui permet de relier les pièces à cet avion-là. Je vous renvoie à nouveau vers la vidéo de Nicolas sur le flaperon, parce qu'on sait que le flaperon en question, qui avait été commandé par Malaysian Airlines, était bien relié à la cellule et donc à l'avion du MH370. Cela dit, ça veut pas dire que le flaperon n'a pas bougé d'avion entre-temps. Et de temps en temps, on peut inverser des pièces entre les avions pour faire ce qu'on appelle du cannibalisme de pièces. Mais ce que l'on a comme élément, c'est que le flaperon, avec ce numéro d'identifiant, était bien relié à la cellule du MH370, c'est-à-dire à cet avion et pas à un autre. What they have is actually consistent with the scenario that I'd be putting forth here today, which is a fire scenario from 221 kilograms of lithium-ion batteries, as well as advanced technology that is equivalent to teleportation. Et donc on a Ashton qui termine son introduction de cette interview en disant qu'on a donc ici un lien entre le chargement de batteries au lithium qui laisse entendre un incendie de l'avion et une technologie de téléportation qui serait ce que l'on voit dans la vidéo du MH370 qui disparaît dans un espèce de gros trou noir, quoi. À première vue, comme ça, on voit pas forcément le lien. Voilà, je pense qu'on va l'expliquer un peu plus dans d'autres vidéos plus tard. Mais déjà, au moins, voilà, le décor est planté. Ce que je voulais dans cette première vidéo, c'est déjà pointer du doigt un petit peu tout ce qu'il peut dire en introduction, avant d'aller creuser davantage sa théorie et ce qu'il peut dire, qui est complètement exubérant. Mais déjà, vous montrer qu'il y a plein d'éléments qui sont quand même déformés. Et je pense que vous vous rendrez compte dans les prochaines vidéos que ce ne sont pas les seules choses qui sont déformées. Il y a une méconnaissance énorme, en fait, de tout un tas d'éléments sur cette affaire. En fait, Ashton a regardé cette affaire avec un prisme vraiment très subjectif. Voilà. Et je doute vraiment qu'il ait lu le moindre rapport sur le MH370. Par contre, qu'il a suivi des affirmations de Jeff Wise ou de Florence de Changy, ça paraît évident. Maintenant qu'il ait fait vraiment un travail sérieux, là, on en est très loin, comme on le verra dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Ashton Forbes. Vous verrez qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à corriger. À bientôt.